Maghreb Orient Express, bienvenue à tous, bonsoir à tous. Au sommaire ce soir, un cocktail 100% Mare Nostrum avec des artistes venus de toute la Méditerranée et qui ont un point commun, ils usent et ils abusent du métissage des styles, métissage des genres. Bonsoir Nassima, vous êtes chanteuse. Oui, bonsoir Cassie, bonsoir à tous. Vous êtes auteur également, interprète de musique arabo-andalouse. Vous étiez hier soir en concert au Centre culturel algérien à Paris. Vu le temps qu'il fait sur Paris, vous nous avez réchauffé le cœur. Un vibrant hommage au virtuose du violon Abdelrani Belkhaïd qui nous a quittés en décembre dernier. Vos deux derniers albums s'intitulent Voix Soufie, Voix d'amour, Voix VOIE et Voix VOIX, des racines et des chants également. Et vous préparez Harmonie spirituelle, création, composition, arrangement de textes de l'émir Abdelkader. On va bien entendu en parler. Avec nous également Yahya, merci d'être avec nous. Vous êtes sculpteur, designer d'objets d'art. Vous êtes à l'affiche à l'Institut du Monde Arabe à Paris avec l'exposition Lumières Invisibles. On voit cette très belle image. Vous allez nous expliquer le principe de cette création. C'est donc à Lima, à Paris, du 10 avril au 7 juillet. Exposition réalisée avec Mehdi Kodbi, que l'on salue. Il nous regarde. Yasmine Hamdan, bienvenue à vous également. Merci. Vous êtes chanteuse, auteur, interprète. Votre nouvel album s'intitule Yanas. Il sort ces prochains jours, très exactement en France le 29 avril, en Grande-Bretagne et aux États-Unis le 28 mai, et vous serez en concert le 4 mai au festival Les Nuits Botaniques, c'est à Bruxelles, et puis à Prague au Respect Festival, ce sera là le 16 juin. Direction Le Caire en Égypte où nous attend Amir Ramsis. Bonsoir Amir, merci d'être avec nous ce soir dans MOE. Vous êtes l'auteur d'un documentaire qui a fait beaucoup parler en Égypte, mais pas seulement. Il s'intitule Juifs d'Égypte. Vous racontez le sort de ces Juifs qui ont dû quitter l'Égypte dans les années 50 et 60. Votre film sera présenté au PFF, The Palestinian Film Foundation, à Londres du 3 au 15 mai, ainsi qu'au Festival du cinéma arabe d'Amsterdam. Ce sera du 8 au 26 mai. Alors, Amir Ramsis, on a le sentiment finalement que c'est devenu très tendance de faire un film sur ce sujet. On a parlé ici même dans Maghreb Orient Express du documentaire marocain Tinrid, Jérusalem, les échos du Mela. On a parlé également du documentaire El Gusto, qui a scellé les retrouvailles entre musiciens shahabi algériens, de confession musulmane, de confession juive. Pourquoi vous, personnellement, vous avez créé ce documentaire? Qu'est-ce qui vous a motivé? Bon, tout d'abord, il faut dire que d'une certaine façon, on peut sentir qu'il y a quelque chose qui change socialement en Égypte en ce moment. Pendant les dernières années, on est devenu beaucoup moins tolérant, on est devenu beaucoup moins acceptant l'un de l'autre. Je crois que d'une certaine façon, regarder l'histoire des Juifs d'Égypte, leur sortie, comment tout à coup on a commencé à considérer tous les Juifs comme nos ennemis, ça donne un peu un message sur ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. De plus en plus, même hier soir et ce matin, avec les choses qui se passent avec les Coptes de l'Égypte dans l'église, vous avez sans doute reçu les nouvelles. Je crois que ce message, ça devient de plus en plus important avec le temps. Alors vous évoquez bien entendu cette nouvelle tragique aujourd'hui en Égypte, puisqu'on a appris une nouvelle fois d'ailleurs devant la cathédrale Saint-Marc au Caire où on dénombre un décès. C'était après les funérailles de 4 coptes tués hier, ainsi qu'un musulman tué hier lors de violences confessionnelles. Restez avec nous Amir Ramsis, on vous retrouve dans un instant. Mais rappelons d'abord que seuls quelques Égyptiens de confession juive vivent encore aujourd'hui dans le pays. C'est au Caire, c'est également à Alexandrie. Alors comment ont-ils accueilli votre documentaire? Eh bien c'est ce qu'a cherché à savoir Marion Touboul, reportage. C'est ici, au centre-ville du Caire, que Amir Ramsis a mené une grande partie de son enquête sur les Juifs d'Égypte. On trouvait dans ces rues, jadis, des restaurants et des magasins tenus par des familles juives. On tombe ici sur les anciens magasins Hatz qui appartenaient aussi, qui étaient une fameuse chaîne juive pendant la première moitié du XXe siècle. Amir a justement rendez-vous avec 2 des dernières Juives d'Égypte. Elle travaille toujours comme avocate au centre-ville du Caire. Ça va? Quelle nouvelle du film? Ça marche très bien apparemment. Il y a eu beaucoup d'audience. Oui. Même le dimanche, on a eu le plus d'entrées dans une des salles pour la journée, même entre les fictions et les films américains. Super, super, super. Elles ont toutes les 2 été voir le documentaire diffusé au Caire dans 3 cinémas. J'ai été très émue et j'ai pleuré.
c'était très nostalgique pour moi. J'ai revu des personnes que je connaissais. Comme je l'ai souvent dit, c'est très lourd à porter d'être les derniers d'une communauté qui s'éteint. Je suis fière de ce film. Beaucoup de gens ont une relation personnelle avec le film en ce moment, pas en tant que... Même s'ils ne sont pas juifs, mais ils voient où l'Égypte est en train d'aller en ce moment par rapport à la tolérance, au fait qu'on n'accepte plus l'autre, qu'on essaye toujours d'identifier qu'est-ce que c'est qu'un Égyptien avec un cadre très étroit. Le film tente de comprendre ce qui a pu pousser les Juifs à quitter l'Égypte à partir de 1956, à travers la voix de ceux qui vivent aujourd'hui en exil. Alors, je m'appelle Elie Ekim. Je suis né en Égypte le 4 novembre 1943. Voilà, je suis juif, j'étais égyptien. À la sortie de la séance, émotion chez les spectateurs. Ça m'a touché d'apprendre que ces gens ont été déplacés. Ils ont ensuite été obligés de quitter leur pays pour vivre ailleurs, dans d'autres pays auxquels ils n'appartiennent pas, alors qu'ils se sont battus pour l'Égypte. Je ne savais pas ce qui était arrivé aux Juifs en Égypte. Je ne savais pas que la situation en Palestine les avait influencés. Il y avait alors une grande différence entre la politique et la religion, mais les gens ne faisaient pas la différence. Le réalisateur avait commencé son film avant la Révolution. Le fait qu'il soit programmé dans les salles est une victoire, pas sûr qu'il l'aurait obtenu sans les événements de l'hiver 2011. Alors Nassima, je vous vois regarder attentivement. Alors cet héritage, il vous tient à cœur. Hier soir à Paris, vous avez entonné une chanson de Lili Boniche, ancien musicien chahabi, algérien de confession juive, qui dit d'ailleurs dans cette chanson « J'aime toutes les villes, un peu plus Paris, Lakin, Machi comme l'Algérie, mais ce n'est pas comme l'Algérie ». Alors simple nostalgie pour vous, ou alors vraiment une nécessité de rappeler ce passé commun? Oui, j'ai suivi ce reportage vraiment avec beaucoup d'intérêt et je dois dire, moi personnellement, j'ai toujours chanté depuis ma tendre enfance le répertoire arabo-andalou d'Al-Andalus. Et je rappelle que l'Andalus reste jusqu'à aujourd'hui un message intemporel du vivre ensemble. Ibn Arabi, que je chante aussi, qui est un grand penseur de la mystique de l'islam andalou, 1100 et quelques, disait ceci: mon cœur contient désormais toutes les formes. Il est pâturage pour les gazelles, monastère pour les moines, demeure pour les idoles, Kaaba aux pèlerins, tablette de la Torah, exemplaire du Coran. Ma religion est l'amour là où ses montures le mènent. L'amour est ma religion et ma foi. Et moi, j'adhère à cette religion de l'amour et de la tolérance et de la paix, de la fraternité adamique tout simplement. Et c'est vrai que Lili Boniche et beaucoup d'autres chanteurs algériens, juifs algériens, comme Lili Abbassi ou Renette Loranez, ont chanté le même répertoire en arabe. D'ailleurs, Lili Boniche n'arrêtait pas de le dire et de le redire. Je chantais en arabe ou je chantais en franco-algérien. Voilà. Il reste un Algérien avant tout. Voilà. C'est ce que rappellent d'ailleurs les Égyptiens dans ce documentaire. L'un d'entre eux, dans le documentaire d'Amir Ramsis, dit « Je ne suis pas juif égyptien, je suis égyptien juif ». La nuance est importante. Yasmine, même question. Vous, que vous inspire, alors vous n'avez bien entendu pas encore vu ce documentaire, précisons-le, qui n'est pas sorti en France, que vous inspire en tout cas ce thème d'un passé commun? Je ne suis pas du tout dans ce débat, en fait. Je questionne même pas la pertinence de ce débat. Je suis déjà... je sais qu'il y a eu et il y a énormément de problèmes liés à la religion et je pense qu'on est instrumentalisé, justement, c'est quelque chose de très politique. Je pense qu'on est très proche de la culture juive. On a été brassés, enfin, on a vécu, on a une histoire commune. Il y a des artistes qui vous inspirent, par exemple, dans ce passé. Vous m'en citiez une tout à l'heure. Oui, mais c'est pas parce qu'elle est juive qu'elle m'inspire, oui. mais il y a énormément de juifs arabes qui ont inspiré ou qui ont influencé la culture musicalement, le cinéma, etc. Enfin, le cinéma, je ne sais pas, mais en tout cas,
Quelqu'un comme Leila Mrad, par exemple, c'était la plus grande star égyptienne et c'est quelqu'un qui était de confession juive. Il y a énormément d'exemples comme ça. Et je sais que, bon, après la création d'Israël, tout ça est devenu très compliqué. Mais pour moi, le débat musulman, chrétien, juif, etc., n'est même pas un débat pertinent. Alors vous, Yahya, vous le vivez personnellement, hein. Enfin, toutes ces questions-là, je vous vois déjà sourire, je n'ai pas pour habitude de le rappeler, mais vous êtes d'une maman irlandaise, anglaise et allemande, si je ne me trompe pas, d'un papa qui est marocain de confession juive, et vous vous êtes converti à l'islam. Alors, et même question, ce sujet, que vous inspire-t-il? C'est vrai, je suis très très mélangé de culture, de nationalité, de religion, et c'est pourquoi je trouve de temps en temps la futilité d'essayer de encadrer les choses et de séparer les gens à l'autre. Je pense que souvent on cherche l'excuse de s'éloigner, de créer des barrières. Je pense que c'est souvent une question de politique. Je rejoins ce que Yasmine l'a dit. C'est des frontières. Oui, et pour moi ça m'intéresse pas du tout. Je me classifie pas une chose à l'autre. C'est impossible pour moi d'être raciste parce que je suis trop mélangé. Je vais être raciste contre mon côté gauche, mon côté droit, ça marche pas. Alors pour moi c'est une évidence en fait finalement d'accepter toutes les J'ai cultures. des amis de toutes les religions, les nationalités, les cultures. On est tous des hommes et des femmes. On vit la même manière, on meurt la même manière. Voilà. Alors on va retourner voir au Caire Amir Ramsis. Alors Amir, votre film, précisons-le, a d'abord été censuré par le bureau de la censure en Égypte. Finalement, vous avez gagné. Est-ce que, comme on l'a entendu tout à l'heure dans le reportage, c'est grâce au printemps arabe selon vous? À la révolution égyptienne, pardon. Bon, je peux pas dire ça exactement. D'ailleurs, il faut juste corriger que c'était pas censuré, que c'était pas arrêté par la censure, c'était accepté par la censure, puis arrêté par le bureau de la sécurité nationale. Ça veut dire que c'est pas la censure, c'était enfin un bras de fer fait par la police pour arrêter la projection du film. Et je crois que si vraiment on a pu gagner contre la sécurité d'État, c'était grâce aux médias. Je peux pas dire que c'était vraiment le printemps arabe, mais c'était le fait qu'on n'aurait pas pu l'arrêter en cachette. Bon, grâce au moment où on vit maintenant, on ne peut pas arrêter un film, on ne peut pas arrêter sa projection sans que tout le monde le sache. Et on peut pas faire un acte illégal comme ça sans que tout le monde se renverse sur leur tête, tu vois. Alors il y a quelque chose qui a attiré mon attention, Amir, et sans doute celle d'autres spectateurs qui ont vu votre documentaire. Je vais lire ce qu'on voit à l'image au début de votre documentaire. Je suis égyptien quand les Égyptiens sont persécutés, je suis noir quand les Noirs sont persécutés, je suis juif quand les Juifs sont persécutés, je suis palestinien quand les Palestiniens sont persécutés. Pourquoi est-ce que vous avez pris le soin, si je puis dire, de mettre ce prélude ? Je ne sais pas. D'ailleurs, la personne qui avait écrit ça, Shahat Haroun, c'était l'un de... Bon, en tant que quelqu'un engagé de gauche, Shahat Haroun était toujours un de mes idoles. C'était un juif égyptien qui a insisté à vivre en Égypte jusqu'à la dernière moment de sa vie. D'ailleurs, c'est le père des deux femmes qu'on a vues, Nadia et Magda, tout à l'heure. Je crois que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Je crois que sa phrase, ça résume un peu l'idée du film pour moi. L'idée du film de ne pas faire la différence ni selon la race, ni selon la religion, mais seulement selon la... Bon, c'est que c'est l'être humain qui compte à la fin. C'est pas sa religion, ni sa couleur, ni sa race. Je crois que c'était d'une certaine façon l'une des raisons pour laquelle j'ai fait le film. Merci beaucoup Amir Ramsis d'avoir été avec nous ce soir en direct du Caire en Égypte dans Maghreb Orient Express. Juifs d'Égypte, c'est donc le titre de votre documentaire. Il est sorti fin mars, le 27 très exactement, en Égypte. Alors Yasmine, je vais prendre mon souffle. Vous avez fondé à Beyrouth avec Zaid Hamdan Sobkils, l'un des premiers groupes indie électro au Proche-Orient. C'est comme ça qu'on le présente. Vous avez aussi collaboré avec Mirwais, ex-Taxi Girl, producteur d'albums de Madonna, avec qui vous avez notamment enregistré Arabologie. Aujourd'hui, vos styles vocaux puisent et dans le répertoire des grandes chanteuses, vous l'avez dit tout à l'heure, de tradition de la musique arabe, hein, mais aussi d'arrangements et de codes beaucoup plus modernes. Alors vous êtes plutôt quoi, folk, électro, pop? En tout cas, apparemment, vous n'avez pas entendu les printemps arabes, vous, pour puiser dans tous ces genres. Hein. C'est-à-dire? Sur la liberté d'aller puiser, sur le... En fait, moi, j'ai une démarche et je sais pas si... Ça dépend, je suis mes envies.
Et je pense la musique en dehors des frontières, que ce soit des frontières format ou les frontières de la langue. Je pense que la langue arabe est une langue universelle. Je pense que moi, en tout cas, moi, quand j'écoute de la musique, je peux ressentir des émotions, même si je ne comprends pas, ou j'arrive à m'identifier à beaucoup de cultures différentes. À Oui, beaucoup vous chantez de... d'ailleurs, si je ne me trompe pas, vous chantez en bahreïnien, en palestinien, en libanais, en différentes langues. Palestinien, oui, enfin ça dépend des chansons, mais je chante en égyptien, je peux chanter en libanais, je peux chanter en kouétien. J'ai vécu un peu partout dans le monde arabe, je suis un petit peu influencée par toutes ces cultures-là. J'écoute beaucoup de vieilles musiques arabes. Donc vraiment, moi, je vis l'époque, les musiques arabes que j'écoute, les plus récentes, c'est les années 70. J'écoute vraiment 1920, à partir du moment où ils ont commencé à enregistrer. Donc j'ai toutes ces matières-là et c'est le fait de les découvrir et le fait de vouloir m'en réapproprier. C'est un petit peu ça a été une révélation déjà de découvrir j'avais besoin de m'identifier à quelque chose. Et ces musiques arabes c'était ma maison pour moi. Donc en fait, j'ai complètement, et un peu chronologique parce que je suis née en pleine guerre civile. Je viens d'une région un petit peu, j'ai une enfance très fragmentée. Donc pour moi, ça a été une manière de constituer des points de repère et un petit peu une mythologie, enfin aussi des repères de mon identitaire. Et après, l'idée, c'est pas de reprendre ou de refaire la même chose parce que je ne referai jamais. Voilà. Donc, comme je vis dans le monde d'aujourd'hui et que je suis assez cosmopolite, j'écoute énormément de choses par ailleurs et j'ai des envies très différentes. Je fais des rencontres avec des artistes et il y a des projets qui naissent. Eh bien, un aperçu de ce brassage, pardon, Yasmine, de vous couper, c'est Beyrouth. On va regarder tout de suite un extrait en exclusivité mondiale sur TV5 Monde. Regardez un extrait du clip. Alors, je vais me tourner cette fois vers Nassima. Beyrouth, vous parlez aussi d'Alger, la capitale algérienne. Hier soir, vous parliez aussi beaucoup, j'ai assisté à votre concert, c'est presque, j'ai envie de dire, allez, c'est peut-être un grand mot, mais des cours d'histoire. Quelle est pour vous la fonction d'une chanteuse? Est-ce qu'elle a une fonction sociale aujourd'hui, la chanteuse, l'auteur, l'interprète? Et compositeur, la chanteuse ou le chanteur ou l'artiste tout simplement, un message aussi, d'enseigner un peu sur scène. Mais parler aussi des mots de la société de manière peut-être un peu tout plus à fait. subtile, un peu. Oui, c'était ça aussi les chanteuses de l'époque. Oui, c'est ce que je fais à chaque concert. Hein. Par exemple, là, je viens de voir Beyrouth. Ça nous plonge. Oui, ça nous plonge dans nos années aussi noires en Algérie parce que je l'ai vécu. J'ai vécu ces 10 années noires et j'en suis encore blessée. Donc, c'est de la bêtise humaine. Et quand nos semblables, je dirais tout simplement, sont touchés, nous sommes touchés. C'est l'humain qui est touché. Mais vous, pendant cette décennie noire, comme Yasmine, est-ce que la musique vous a quelque peu, entre guillemets, sauvé, c'est pas ce que dit Yasmine, mais est-ce que vous êtes aussi raccroché quand même à cela? Bien sûr, je me suis raccrochée à mes racines et à mon identité, à ma famille. Il fallait faire quelque chose. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai même écrit en français pour que un large public pour sensibiliser voilà, aussi. Tout à fait. Et donc, j'ai écrit une chanson en français où je dis « Femmes de toutes les couleurs, femmes de toutes les douleurs, vous qui savez donner la vie, la guerre a tout détruit. Femmes de la terre entière, pourquoi maintenant se taire, rompre le silence qui tue, que la paix soit votre vertu, etc., etc. » Et donc, voilà, on a vraiment une responsabilité, si vous voulez, Yahya, alors vous, dans votre exposition Lumière invisible, alors première chose en français, on dit, je sais pas comment on dit, oxymore en anglais, en britannique, c'est quand on a deux termes, oxymore, deux termes finalement qui s'opposent, que l'on rassemble. Alors ça en dit beaucoup sur votre exposition. Quel est le message de cette création?
Il y a plusieurs, ça marche à plusieurs niveaux. C'est le côté de lumière aussi, en même temps, c'est le côté de sagesse. Et la source, le oxymoron, c'est la source invisible de cette lumière. De temps en temps, il y a une différence entre les faits, les connaissances et la sagesse qui vient sur la réflexion. Et souvent, cette réflexion, c'est à l'intérieur. Quand on regarde à nous-mêmes, on peut comprendre des autres. Mais vous, c'est un dialogue avec Mehdi Kotbi, c'est ça finalement. Je vous demandais, je suis à la Nation arabe, hein, j'ai eu cette chance de voir en tout cas une ébauche de votre création. Je vous demandais, mais qu'est-ce qu'il a écrit finalement? Et vous me disiez, limite, c'est pas important finalement. C'est au spectateur de se faire une idée. Oui, le travail de Mehdi, au début, c'est un travail, au principe, il faut excuser mon français, c'est très mauvais. Il est très bien. J'essaie mon mieux. Mais Mehdi, c'est un peintre abstrait. C'est pas un calligraphiste. C'est quelqu'un qui utilise les lettres, les motifs, les signes. J'ai adoré son poésie, le mouvement dans la calligraphie. Il a aimé mon travail. On a décidé d'essayer de faire quelque chose en commun, à 4 mains. C'est très compliqué de travailler avec quelqu'un, mais avec Mehdi, c'était un joie. Et on a fait quelque chose au-delà de notre travail. Je ne veux pas prendre son travail et rendre ça en métal, ni lui prend son travail de calligraphie mettre en métal, ni de mettre le métal en calligraphie. C'était une évolution entre nous, un voyage, un partage, et on est très content avec le résultat. Alors, en tous les cas, un résultat qu'on a hâte de voir Nassima et Yasmine, puisqu'elles ont d'ores et déjà se sont engagées à aller voir votre création. On va peut-être écouter quand même Nassima, du coup, à Montréal. C'était en 2009 au Festival arabe de Montréal. Pour ceux qui ne connaissent pas cette chanteuse algérienne, regardez. Qu'on revenait sur vous, j'étais en train de dire Yasmine, alors comme promis, on revient sur vous. Alors, Maghreb Orient Express l'a fait ce soir, on ne dit pas que c'est une première, mais c'est très rare finalement de voir des artistes venus de tout le bassin méditerranéen, particulièrement du Maghreb et même du Liban, du Proche-Orient. C'est même qu'il y a parfois des antagonismes, etc. En quoi est-ce que c'est important finalement de tisser, de créer ces liens interméditerranéens? J'ai l'impression que finalement ces artistes se connaissent peu, mais c'est peut-être des clichés que je reproduis moi ici ce soir. Tu sais, pour moi, la Méditerranée ça n'existe pas dans ma tête. C'est-à-dire, moi, je viens du Liban, puis il y a certains pays du monde arabe, il y a d'autres pays que je connais. Ce genre, la géographie, Méditerranée ou Orient, Occident, tout ça, je n'arrive pas à visualiser ou à le ressentir. C'est vrai que, par contre, ce qui est vrai, c'est que quand je suis arrivée à Paris, je connaissais rien ou presque pas de la culture du Maghreb, algérienne, marocaine, etc. Parce qu'on n'avait pas accès, ça passait pas. Et puis bon, il faut savoir que après tous les tourmentes par lesquelles on est passé, on était un peu vraiment isolés en fait. Mais ça s'est petit à petit ouvert. Il commençait à y avoir de plus en plus d'artistes algériens qui venaient ou marocains, parfois tunisiens. Enfin, ça s'est de plus en plus ouvert. Mais c'est vrai que c'était pas une évidence au départ. Hein. C'est pas forcément. Et ça dépend qui. Il y a des artistes. Ça dépend s'ils chantent en arabe aussi. Bien sûr. Parce que la langue unit aussi. Et Yahya, vous avez choisi de vivre à Marrakech. J'imagine que ce n'est pas que pour le soleil de Marrakech. Pourquoi? Vous auriez pu choisir d'autres lieux de création. Ça vous inspire? J'ai découvert Marrakech avant que j'ai découvert que j'étais un artiste, un créateur, un designer, je ne sais pas quoi. Parce que j'étais un ancien professeur d'arts martiaux. Et j'ai décidé que je dois faire quelque chose d'autre avec ma vie. J'ai commencé à avoir ma petite famille. Et j'ai pensé de retourner pour découvrir le pays de mon père, qui était le Maroc. Je n'ai jamais visité. Et quelqu'un a suggéré un jour, parce qu'on était dans une soirée dans mon appartement avec ma femme, que j'ai un bel œil pour ramener des belles pièces que j'ai chinées dans mes voyages en Chine, en Inde, quand j'étais jeune. Il a dit, pourquoi tu fais pas ça alors?
pense que c'est une bonne idée, ça va justifier de prendre des vacances. Alors j'ai parti au Maroc, j'ai tombé en amour avec les montagnes, le soleil et la lumière. Et c'est là où c'est tout commencé. La lumière que l'on voit à l'image de votre création. Nassima, sur ces liens interméditerranéens, vous, quel est votre regard ? Moi, je dirais que déjà la mer Méditerranée, c'est notre mère, la maman. Mare Nostrum. Voilà. Et je pense que c'est une culture méditerranéenne. C'est vrai qu'il y a plusieurs pays qui entourent la mer Méditerranée, mais je pense que c'est une culture. Parce que quand on est à Tanger, ou quand on est à Beyrouth, ou quand on est à Alger, ou quand on est, je ne sais pas, ou à Tunis, je ressens la même chose. Ou à Séville. Ou à Séville. Vraiment, je me sens dans ma culture. Merci beaucoup, Voilà. Nassima, en tous les cas. Merci à tous les trois. Vous reviendrez, c'était un plaisir. On se retrouve quant à nous dimanche prochain pour un nouveau numéro de Maghreb Orient Express. D'ici là, vos réactions, vos commentaires sur la page Facebook de l'émission et sur Twitter @TV5Monde, MOE. À très bientôt.